Bonjour à tous, Lionel Cos, vous êtes député des Landes, apparenté au groupe Ensemble pour la République, ancien président du Conseil national de l'habitat et candidat à votre succession. Iñaki Echaniz, vous êtes secrétaire de l'Assemblée nationale, député du groupe socialiste et apparenté des Pyrénées-Atlantiques. En duplex avec nous, Thibault Bazin, député droite républicaine de Meurthe-et-Moselle. Dominique Lavallée, président du groupe Villadim, membre du conseil d'administration du pôle habitat FFB, et Anne Wintenberger, présidente du groupe Vivialis, membre du bureau national du pôle habitat FFB. Allez, j'ai envie de vous faire réagir au film que l'on vient de voir. Que vous inspire la rétrospective de ces derniers mois? En une phrase, une formule. On commence avec vous, Thibault Bazin. J'allais dire, aujourd'hui, tout a été dit dans le film. On n'a pas été au rendez-vous et il est urgent d'agir. Lionel Cos, une phrase, une formule. Ça ne donne pas envie d'être ministre du Logement. Effectivement. Iñaki Echaniz. Arrêtons de voir le logement comme une dépense, mais plutôt par un investissement pour le vivre ensemble et la réussite de tous nos concitoyens. Anne Wintenberger. Alors, pour tout vous dire, j'hésite entre le bal des cocus ou le bal des faux culs, mais j'espère sincèrement que c'est du passé. Dominique Lavallée. Oui, moi je dirais c'est le primo-accédant, une espèce en voie de disparition. On ne les voit plus maintenant. Nos acheteurs, ce sont des gens qui ont déjà un bien à vendre ou des familles aisées qui ont un très gros apport personnel. Le ton est donné, allons maintenant un peu plus loin dans le constat, mais aussi dans les solutions. On a vu effectivement des chiffres impressionnants dans ce film. Anne, vous qui représentez les professionnels, où en est le secteur aujourd'hui ? Alors globalement, si on synthétise les chiffres qu'on vient de voir, notre marché logement neuf en France a perdu 60% de son volume sur les 4 dernières années, tous segments confondus. Ça veut dire qu'en 2021, on construisait encore 270 000 logements. Là où vous l'avez entendu, ce sont 500 000 qu'il serait souhaitable de voir bâtis. Et avec un atterrissage prévisionnel en 2024 à 108 000 logements pour l'année. Donc c'est une chute vertigineuse de la construction du logement en France. Quelle filière industrielle, professionnelle, résiste à cette chute, est capable de résister à ça. Tous les gens qui sont ici présents aujourd'hui sont des chefs d'entreprise qui sont soit des résistants, soit des survivants, soit des guerriers. Donc soyez assurés qu'on se mobilise beaucoup autour de ces sujets. Et puis je voudrais aussi surtout faire un focus sur ce qui est devant nous. Parce que le recul des autorisations de construire se maintient avec moins 20% de permis de construire en maison individuelle cette année et moins 15 en promotion. Ça veut dire que 2025, 2026, 2027 sont déjà très fortement impactés et nous pensons bien évidemment à nos chers partenaires, les maires, puisque je vous rappelle les élections municipales c'est 2026 et que évidemment les campagnes démarrent généralement 18 mois à 1 an plus tôt et un maire qui bâtit aujourd'hui est un maire battu. C'est une espèce de rengaine qu'on connaît par cœur. Donc l'avenir n'est pas au plus beau, dirais-je. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les opérations qu'on avait créées, qu'on avait imaginées, qu'on avait construites ces dernières années, qui ont tout simplement été purement et simplement abandonnées par les constructeurs et les promoteurs. Ce sont des milliers d'opérations qui ont été abandonnées. Donc ce sont des milliers de logements qui ne se font pas alors que c'était prévu, faute de commercialisation. Ce sont des emplois, en fait on a travaillé à vide. Nos entreprises ont dépensé des sommes incroyables en masse salariale, en recherche et développement, pour proposer de nouvelles opérations avec un résultat nul, voire même négatif. Une opération abandonnée, messieurs, c'est en moyenne entre 60 et 200 000 euros de perdus pour l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas que nous, là je ne compte pas ma masse salariale. Il y a tous nos partenaires, les architectes, les géomètres, tous les techniciens qui sont engagés, les bureaux d'études. Eh bien tout cela chute en même temps que ces opérations chutent.
Alors, si on zoome, quelle est la situation de votre entreprise? On commence avec vous, Dominique. Votre chiffre d'affaires a baissé de combien? Quel est l'état de votre trésorerie et quelles conséquences sur vos effectifs? Alors, nous, chez Villadim, par exemple, on a dû réduire nos effectifs de 25%. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup d'absents dans cette salle. Je pense à nos collègues de Geoxia, pour ne citer que les plus connus, mais franchement, il y en a beaucoup d'autres dont le nom était moins connu et qui étaient là l'an passé, il y a 2 ans, il y a 3 ans, dans nos réunions syndicales et qui ne sont plus là. Les entreprises qui sont encore là, qui sont encore debout, Villadim, Vivialis, pour diverses raisons, on a su surmonter cette crise au prix de gros sacrifices. Moi, ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise. C'est la première fois, et pourtant j'en ai connu des crises, c'est la première fois que je dois faire un plan de licenciement économique. C'est extrêmement douloureux et pénible. Mais j'ai envie de dire, c'est même pas ça le plus angoissant. Le plus angoissant, c'est de rapporter ces 25% de réduction d'effectifs aux 50% de ventes en moins que l'on fait depuis 2 ans. C'est-à-dire que, évidemment, on ne licencie qu'au dernier moment, on retarde les décisions, on attend, on espère que les choses vont s'améliorer. Je n'ai jamais attendu avec autant de fébrilité la prochaine loi de finances. Je n'ignore pas que si nous n'obtenons pas ce pourquoi cette Alliance pour le logement se bat, nous n'aurons pas d'autre choix, nous tous, que de faire d'autres vagues de licenciements dès les prochains mois. Anne, quelques mots, quelques chiffres sur votre entreprise, votre groupe. Alors mon groupe, nous on est multisegment, donc on est à la fois aménageur, constructeur de maisons individuelles, promoteur de logements intermédiaires et collectifs. Nous aujourd'hui, notre chiffre d'affaires il a été réduit à peu près de 35% et la masse salariale dans les mêmes proportions. Et j'ai eu la chance, ou je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance, de ne pas avoir à faire de plan social parce que les gens sont partis. Les gens ont quitté l'entreprise. Et ça, ce sont des savoir-faire et des compétences qui partent? C'est des savoir-faire qu'on ne retrouvera pas. Il y a une peur immense de l'ensemble de nos salariés. Est-ce que l'entreprise va tenir? Est-ce que le marché va répondre? Est-ce que la politique va être au rendez-vous? On ne joue pas sa vie de famille dans une entreprise. On choisit un autre chemin. Nous avons une énorme responsabilité dans la formation de nos jeunes. On embauche tous les ans des apprentis. On a tous les ans des jeunes qui viennent en alternance. On doit maintenir ça. Mais quel travail on va leur donner? Quel exemple on va pouvoir leur apporter? Comment allons-nous pouvoir les soutenir alors que nous sommes nous-mêmes déjà en difficulté? Ma crainte principale, je dois dire une de mes préoccupations, c'est si reprise il devait y avoir, qui sera encore là? Lionel Cos, on l'a vu, cette crise elle a de multiples conséquences, des conséquences économiques sur les entreprises. Elle a des conséquences aussi directes sur les finances des collectivités, sur la mobilité professionnelle et plus généralement sur la vie des Français. Exactement, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est que nous sommes élus, donc bien sûr, ce que viennent de dire les 2 représentants d'entreprise, on l'entend sur nos territoires. Mais pour avoir été maire avant d'être député, je sais aussi la souffrance que vivent de nombreux Françaises et Français parce que, ou bien ils n'arrivent pas à se loger, sur de plus en plus de territoires, en particulier sur le mien aussi, ce qui arrive, pour des jeunes en particulier, mais pas que, aussi des femmes, des enfants, et toutes celles et tous ceux qui sont mal logés. Donc c'est vrai qu'on a une réponse à donner. Alors trouver des gens qui ne sont pas logés ou mal logés, ce n'est pas nouveau. Ça dit, moi j'étais maire il y a 10 ans. 10 ans que je suis député, donc déjà j'avais tous les jours des gens qui venaient dans mon bureau me demander d'être accompagné, de trouver des solutions. La grosse différence qu'on a aujourd'hui avec ce que j'ai pu vivre quand j'étais maire, c'est qu'à l'époque, je pouvais donner des perspectives en moyen et long terme, puisque je suis un maire assez bâtisseur, puisque j'ai doublé le nombre de logements sociaux sur ma commune, j'ai pu lancer des programmes, et à l'époque on avait
des bailleurs sociaux, des privés, il y avait des outils de fiscalisation, il y avait toute la chaîne de production qui permettait de dire, voilà, d'ici quelques mois, on va pouvoir répondre aux besoins qu'on connaît suite à des divorces, des enfants qui sont chez parents qui vont avoir un enfant, les parents âgés qui sont à l'autre bout de la France qu'il faut rapatrier, etc. Donc tout ça, on le vit, on l'a tous les jours. La grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que quand les gens viennent voir, nous n'avons pas de perspective. Donc ils se retrouvent en très très grosse souffrance, bien sûr, puisque nous avons des gens qui sont obligés de quitter leur logement, qui sont mal logés, ou des gens qui viennent sur nos territoires, je pense qu'il n'y a qui aussi, puisqu'on est quasiment voisins, on est territoire, moi l'augmentation de population est de 2% par an. Donc il y a encore un peu de construction, mais nettement, c'est nettement insuffisant par rapport aux besoins du territoire. Donc il faut qu'on arrive à relancer cette chaîne de production. J'espère qu'il n'est pas trop tard, mais en tout cas, il y a eu des dégâts. On partage complètement, j'ai l'occasion de le dire. Et bien sûr que vos salariés, toutes les entreprises et patrons qui ont dû arrêter, c'est une véritable souffrance humaine. Donc, bien sûr qu'il faut y penser aussi. Et c'est un acteur qu'on reprend d'ailleurs peut-être pas assez. J'ai eu l'occasion de le dire avec un ministériel et au plus haut niveau. Et c'est vrai que souvent, on a un petit peu ce regard qui est de dire, en gros, la moitié des Français sont plutôt bien logés, l'autre moitié ont des problèmes avec leur logement. Donc c'est toujours pareil dans notre pays, c'est qui l'emporte un peu. Et c'est vrai que ceux qui n'ont pas de difficultés et qui sont dans un processus de parcours résidentiel, d'acquisition et tout ça, regardent pas peut-être la difficulté de la même façon. Et pourtant, ils doivent avoir dans leur famille, dans leurs amis aussi des gens qui souffrent de la même façon. Iñaki Echeniz, est-ce qu'on vous dit la même chose, vos administrés? Qu'est-ce qu'ils vous demandent et qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, ils me disent la même chose qu'à Lionel. Il a dit on a un territoire de proximité. Lui, il est côté des Landes et moi du Pays Basque et du Béarn. Et on a eu pendant une période effectivement des Basques et des Béarnais qui allaient vivre dans les Landes parce que c'était encore moins cher. Sauf qu'aujourd'hui, même dans les Landes, ils ne peuvent plus se loger. Et on a effectivement dans l'esprit général cette crise immobilière qui touche particulièrement la côte basque, avec Biarritz-en-Pointe. Et avant d'arriver sur la route pour venir ici, il y avait de nouveau un article qui disait un appartement à Biarritz, 68 mètres carrés, 3 millions d'euros. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est le sommet de l'iceberg, mais en fait il y a tout le reste aujourd'hui. Et c'est pas que la côte basque avec les résidences de villégiature, c'est l'intérieur des territoires, l'intérieur des vallées béarnaises typiquement, ou qui ont connu une déprise démographique ces 10-15 dernières années, mais avec aujourd'hui un retour d'une génération, notamment la mienne, des 25-35 ans, qui veulent rester dans leur territoire, qui ont trouvé de l'emploi, mais qui n'arrivent plus à se loger chez eux, parce que les prix ont explosé, et qu'il n'y a plus rien à la vente, ni à la location, sauf des prix qui dépassent leur pouvoir d'achat. Parce qu'on est dans des territoires ruraux, avec des petites industries, des petites TPE, des petites PME, qui n'ont pas la capacité d'augmenter les salaires à la hauteur de la spéculation immobilière. Et à côté de ça, et ça a fait partie de mes combats sur la mandature précédente, on a plus de 16 000 logements dédiés à la location touristique sur la côte basque. Mais on n'arrive plus à loger les salariés ni les étudiants, et les entreprises vont dans les Landes et se retrouvent même en difficulté dans les Landes pour s'installer, pour retrouver des salariés qui peuvent se loger avec leur emploi. Thibault Bazin, les salariés effectivement viennent vous voir, les chefs d'entreprise aussi pour se plaindre. C'est vrai que moi je suis plus dans l'Est par rapport à mes deux collègues, mais ils me disent que c'est difficile. Difficile de devenir propriétaire, difficile de construire, difficile d'être financé pour rénover son logement, difficile de gérer un locataire peu respectueux, difficile de trouver un artisan, difficile de recruter. Les foyers de classe moyenne vivent comme une injustice de ne pas pouvoir être aidés pour devenir propriétaires, comme ont pu l'être les générations précédentes. Et aujourd'hui, seuls ceux des hypercentres urbains ont droit à un prêt à taux zéro à 40% de quotité finançable du bien à construire. Et c'est injuste. J'ai eu un couple de jeunes professeurs qui est venu me voir à ma permanence. Ils n'ont pas eu droit à des aides pour rénover la maison ancienne qu'ils avaient acquise pour y vivre avec leurs enfants. Et est-ce qu'on peut considérer qu'à 2 000 € chacun, ils sont riches? Résultat, ils vivent comme une injustice, l'absence de soutien ou presque pour rénover, car ils dépassent un seuil trop bas pour eux, et quand ils ne font pas tous les travaux, d'un coup, faute d'autofinancement suffisant, et là encore, c'est des travaux en moins pour le bâtiment. Comment expliquer alors que le logement soit le grand absent des politiques publiques depuis autant d'années? Lionel Cos ou Iñaki Echeniz? Il y a plusieurs raisons. D'une part, je pense qu'on a été confronté au même discours lorsqu'on a rencontré des cabinets ministériels. C'est sûr, ce que vous avez annoncé au début, le besoin en nombre de logements.
Moi, je dis souvent, il va falloir crever l'abcès. C'est pour ça qu'en tant que président du CNH, j'avais demandé aux membres du CNH de travailler sur le besoin de logement, et on est arrivé quasiment à 500 000 logements, 400 000 à nouveau et 100 000 pour rattraper le retard. Bon, donc c'est le travail des professionnels, des acteurs, mais c'est vrai que lorsqu'on donne ce chiffre, dans beaucoup de cabinets ministériels, on nous regarde, on dit 200, 250 000, c'est largement suffisant. On se souvient tous du CNR logement avec les chiffres qui avaient été présentés par Bercy à ce moment-là. Donc déjà, c'est une grosse difficulté parce que tant qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur les objectifs et les besoins pour la population, c'est sûr que derrière, les politiques publiques qu'on va mettre en place ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, il y a eu, je pense, de façon peut-être excessive, mais de façon sur laquelle il y a des choses à faire, pensant que la rénovation allait compenser la construction et qu'on allait pouvoir tout basculer de la construction vers la réno et aller rénover des logements un peu partout sur le territoire et dire aux Français, ben voilà, il y a 38 millions de logements, donc il y a de quoi satisfaire tout le monde. Mais bon, comme je le dis souvent, à part dans un régime autoritaire, on va dire aux gens, vous avez un T3 ou un T4 dans tel département, je ne vais pas en citer pour vexer personne, et vous allez vivre là-bas parce que c'est un logement qui correspond à vos besoins, même si c'est loin de votre activité professionnelle, ce n'est pas une réponse qu'on peut apporter, parce qu'aujourd'hui, les Français ont une envie de logement. Une envie de logement, ils ont une envie de certains territoires, plus que d'autres, mais c'est comme ça, mais ça peut changer aussi. L'histoire a fait que ça peut évoluer. Ils ont une envie de logement, maison individuelle ou appartement, en fonction des besoins. Ils ont envie d'être dans tel quartier, ils ont envie, pour plusieurs raisons. Voilà, ils ont envie de logements neufs, de logements anciens, etc. Donc c'est-à-dire qu'il faut une offre qui réponde à tout ça, parce que l'envie, elle est personnelle, individuelle, et c'est pas la même pour tout le monde. Et ça, je pense que ce n'est pas du tout analysé, ce n'est pas vu, puisqu'on a une approche, comme je le disais, nationale, avec un chiffre déjà au départ sur lequel on n'est pas d'accord. Et ensuite, je pense que cette approche personnelle, individuelle et cette envie n'est pas du tout mesurée, puisqu'on a une approche très technique du logement. Donc je ne fais pas ma culpa sur les différents ministres, parce que je pense que beaucoup ont essayé de faire des choses. Moi, je suis plus quand même sévère, bon, ils le savent, puisque j'ai fait le constat de désaccord à plusieurs reprises sur des cabinets ministériels, et en particulier sur Bercy, sur lesquels on n'a jamais pu aborder ces sujets-là, y compris les sujets, quand on parlait de fermeture d'entreprise, perte d'emploi, on m'a regardé en disant c'est pas grave, ils vont basculer 250 000 d'un côté sur la réno, la construction, et tout sera réglé, circuler, il n'y a rien à voir. Iñaki Chaniz, votre analyse, votre lecture. Je vais être un peu plus sévère que Lionel Cos, mais ça ne vous étonnera pas. Mais tout simplement, et ça rejoint mon propos introductif, c'est parce que le logement, la politique du logement était vue, il a dit par Bercy, mais aussi par l'Élysée, comme une dépense. Et que il n'y avait pas de retour sur investissement et que c'était à perte pour l'État. Sauf que c'était un calcul qui était complètement faux. Je l'ai dit, c'est un investissement et investir dans la politique du logement, ça rapporte. Et on se retrouve aujourd'hui en grande difficulté. Je pense notamment aux collectivités, aux départements qui se retrouvent le bec dans l'eau parce que les DMTO s'effondrent. Le département des Pyrénées-Atlantiques, on n'a plus de budget. Il n'y a plus de budget parce qu'il n'y a plus de DMTO. Donc on est sur un calcul qui a été complètement biaisé, notamment parce que Bercy, Lionel l'a un peu évoqué, ne prenait pas en compte le coût social de cette crise du logement et le coût social du mal logement aussi. Et moi, je préférerais, au lieu de mettre des millions dans le mal logement et dans le logement d'urgence, c'est qu'on anticipe, qu'on soit dans le préventif plutôt que dans le curatif, et qu'on mette ces millions ou ces milliards-là sur la politique du logement, sur le logement social, sur le PTZ. Ça a été évoqué dans le film. Donc on a eu un gouvernement une succession de gouvernements pendant 7 ans qui, certains ont fait preuve de bonne volonté, mais avec un verrou à Bercy, et une volonté de l'Élysée de ne pas lever ce verrou-là. Donc on se retrouve dans cette situation aujourd'hui d'urgence à devoir faire bouger les lignes et à faire en sorte que le locataire de Bercy est parti. Visiblement, il risque de ne pas y revenir. Enfin, on ne sait pas, on en saura peut-être plus une fois qu'on sortira de cette table ronde. Mais il faut faire en sorte de flécher de l'argent, et on sait très bien que cet argent, il reviendra dans les caisses dans un volume même plus important. Et pourtant, le logement devrait être le sujet finalement qui dépasse les clivages politiques, un sujet transpartisan, une grande cause nationale, Dominique. Oui, sujet transpartisan. Nous, Villadim, comme Vivialis pour Anne, on fait tous les métiers. On a une entreprise spécialisée en rénovation, on a une entreprise spécialisée dans la promotion immobilière, on fait du collectif, et puis on fait aussi de la construction de maisons individuelles. La maison individuelle, c'est un sujet de crispation qui justement oppose donc les politiques. On l'a bien vu dans le film avec des déclarations très différentes. On a exclu la maison individuelle des dispositifs Pinel et PTZ.
au nom, c'était explicite dans les débats parlementaires, au nom de la lutte contre l'étalement urbain. On a dit non, on ne va pas donner du Pinel à la maison individuelle parce qu'il ne s'agit pas d'encourager l'étalement urbain. Résultat, parlons du Pinel. Dans toutes les métropoles, en périphérie de métropole, les familles nombreuses avec 3 ou 4 enfants, aller louer une maison individuelle en ce moment, c'est franchement très, très difficile. Nos entreprises de construction de maisons individuelles dans le groupe, ça fait 2 ans, je crois qu'on n'a pas vendu de maisons à un investisseur. On n'en construit plus des maisons pour louer. Et pourtant, la maison comme produit répond bien évidemment à leurs besoins. Il n'y a pas de doute que l'urbanisme pavillonnaire après-guerre, qui s'est accéléré dans les années 80 et 90, a largement contribué à l'étalement urbain. Ce n'est pas la faute de la maison comme produit symbolique, ce n'est pas la faute des familles qui vivent dedans, c'était le résultat d'une politique d'urbanisme. Et là, d'un seul coup, on veut corriger cela à fond. Pas forcément bon escient. On a eu ce matin un très bon exposé, c'est dommage que nos représentants parlementaires n'étaient pas là, de David Millet, qui expliquait que, par exemple, la maison individuelle était le meilleur allié de la densité. Il citait le chiffre, que je n'ai pas vérifié, 9 millions de parcelles dans des villes de plus de 10 000 habitants où on peut construire des maisons. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain ? Imaginez nos entreprises, nos commerciaux qui font une porte ouverte dans des lotissements, c'est leur métier, c'est ce qu'ils font. Et ils ont une famille qui arrive et ils sont contents, le terrain leur plaît, ils ont repéré sur notre site internet la maison, mais on leur explique que non, ils n'ont pas droit au PTZ au nom de la lutte contre l'étalement urbain. Alors ils s'interrogent. Ils nous disent « Ah bon, on n'a plus le droit de construire maintenant des maisons, donc vous allez construire un immeuble ?» Ah non, non, pas du tout. Non, je vous rassure, non, on va bien construire une maison. Mais pas pour vous. Pas pour vous. Il faudra avoir 2 ou 3 fois plus d'apport personnel parce que la maison, on va la réserver aux ménages les plus riches. Je vous l'assure, c'est difficilement entendable comme raisonnement. Donc, le message que j'ai envie de passer à nos députés, c'est faites de l'urbanisme dans les lois d'urbanisme. Si vous êtes convaincu, à tort à mon avis, mais si vous êtes convaincu que la maison individuelle est l'ennemi de la densité, à mon avis vous avez tort, mais si vous en êtes convaincu, battez-vous sur les textes d'urbanisme, battez-vous sur les textes d'application du ZAN, dans vos régions, au SRADET, etc. Mais ne jouez pas avec les lois de finances, c'est inentendable pour nos familles. Alors ça fait sourire Thibault Bazin, que je vois en face de moi. Monsieur Bazin, vous voulez réagir à ce que vient de dire Dominique Lavallée ? Moi, j'en suis convaincu. Quand vous avez une friche rurale en plein milieu d'un village, permettre de la construction neuve avec une maison de qualité, avec une profondeur qui va bien, alors qu'on avait un bâti rural de 25 mètres de profondeur où on ne peut pas construire un logement de qualité, permettre du neuf en plein cœur, ce n'est pas forcément synonyme de consommation de terres agricoles. On peut redensifier par de la maison des cœurs urbains. Et j'en suis convaincu. Anne, une grande cause nationale autour du logement, vous en rêvez, vous aussi ? Ah bah, il n'y a pas que moi qui en rêve. Hein. On est à peu près 10 millions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même 4 millions de personnes qui attendent un logement social. On a à peu près 300 000 personnes qui ne sont pas dans la rue, mais à la rue. Un étudiant sur 8 arrête ses études, faute de logement. Là, on est en train d'hypothéquer l'avenir. Hein. Un enfant qui ne grandit pas en sécurité et en santé, ça donne quoi ? Un refus de job parce que je ne trouve pas à me loger, vous en parliez vous-même tout à l'heure, ou une entreprise qui peine à recruter, qui donc ne peut pas développer son activité parce qu'il n'y a pas de logement. Et puis comme ça, on peut faire toute la vie, hein, jusqu'aux personnes âgées qui vivent dans les logements proprement inadaptés et qui finissent en institution parce qu'on n'a pas construit de logement adapté pour eux. Donc oui, on a une énorme responsabilité là-dedans. Nous, on sait faire tout ça, les gars. Enfin, je veux dire, c'est notre métier. Aujourd'hui, si vous êtes constructeur, promoteur, soit vous êtes fou, soit vous êtes passionné. Et je pense que
avec un peu de folie et énormément de passion, et avec toute la compétence qu'on a, on saura faire tout ça, on sait déjà le faire. Un vrai souci, on a des feux rouges partout. Partout, partout. C'est-à-dire que la loi, c'est la loi, ok, le PLU, ok, c'est la loi. Mais alors, qu'on ne vienne pas nous rajouter des normes, parce que celle de 2025, on la connaît. Donc, les institutionnels qui nous accompagnent depuis 2 ans, ils ne se contentent pas de la RE20. Ils nous demandent déjà aujourd'hui de la 25. Mais qui sait financer ça? Qui sait prendre en charge l'anticipation de la RE25? Qui va acheter ça? Je ne sais pas l'État, ça on le sait déjà, mais les particuliers encore moins. Donc, si vous voulez, même au niveau municipal, une fois que vous avez réussi à passer toutes les haies, on vous sort une charte. Ah bah non, vous savez, ici, chez nous, c'est pas pareil. Le PLU, ok, on l'a voté, on était d'accord, tout allait bien, mais nous, on a un petit truc en plus. Et le petit truc en plus, en général, c'est un étage en moins sur ton opération. Mais avec une patte en moins, on tient plus, quoi. Il y a une espèce de comment vous dire, d'inculture, voilà, qui fait qu'à force de vouloir chacun apporter un petit peu de sa compétence dans ce qui finalement devrait être une grande cause nationale, on finit par tout rendre impossible. Alors, on aura sans doute l'occasion de reparler dans ce débat des normes, mais effectivement, c'était important de faire passer le message. On a vu que dans un passé récent, des parlementaires de tous bords se sont massivement mobilisés en faveur notamment de l'accession à la propriété pour les classes moyennes, en faveur d'un PTZ partout en France, que ce soit pour une maison ou un appartement, avant que tout ne soit balayé, on l'a vu d'ailleurs dans le film, par ce fameux 49.3. Thibault Bazin, une sorte d'union sacrée autour du logement, vous y croyez? Et est-ce que c'est possible qu'un jour, eh bien, vous parliez d'une seule voix avec d'autres députés de tous bords et de tout l'échiquier politique? C'est possible, ça? Oui, bien sûr, et on l'a déjà fait sur plein de sujets, sauf que ce n'est pas ceux qui sont médiatisés. Et je crois même que c'est davantage possible aujourd'hui au Parlement, car le fait d'être tous minoritaires nous rend plus libres de soutenir ce qui va dans le bon sens. Mais attention, hein, ne nous mentons pas et ne dupons pas ceux qui nous écoutent. Il y a un problème de méthode. Nos règles organiques nous limitent désormais, et peu importe le consensus parlementaire qui peut émerger, aucun amendement d'initiative parlementaire qui crée une charge pour l'État ne sera recevable et même discuté si le gouvernement ne soutient pas la mesure en déposant un amendement identique. Et donc, si on veut qu'il résiste à la navette parlementaire, il faut l'avoir cadré budgétairement. Et je nous invite à être extrêmement précis en termes d'impact budgétaire pour l'année à venir et pour les suivantes, en termes de recettes et de dépenses sociales et fiscales. Alors, et on pourra mieux réussir à convaincre sur le bienfait des mesures portées pour sauver le bâtiment et développer le logement. Mais la tâche est rude. Lionel Cos, Iñaki Echaniz. Oui, mais bien, comme le disait Thibault, ce sont des sujets qu'on a déjà abordés. Moi, je voudrais revenir rapidement sur le PTZ, parce que j'avais déposé un amendement, justement, parce qu'on a vu les remarques de Bercy, où on mettait une maison individuelle sur les terrains déjà considérés comme artificialisés, pour justement aller au fond de leur logique. Et même ça, très vite, après on dit, ah non, c'est plus un problème d'environnement, c'est un problème financier. Donc il y a des choses à faire, et parce qu'effectivement, Daïmé, que je connais bien, travaille sur ces sujets-là, et bien sûr, et on le voit sur nos territoires. Moi, je suis d'une commune où il y a beaucoup de lotissements, je vois toutes les parcelles se découper. Et c'est souvent les enfants qui prennent éventuellement une parcelle ou des jeunes qui viennent acheter. On leur dit, mais il n'y a pas de PTZ. Moi, on est venu me vendre il y a un an en me disant, on a revu le classement pour le PTZ, super, tu as Hossegor qui va passer en top pour le PTZ. Hossegor, je suis à plus de 14 000 € du mètre carré. Les primo-accédants, je les cherche. D'ailleurs, ce qui m'a valu de dire au gouvernement, je connais le résultat du PTZ de ma circo, ça sera 0. Voilà, donc n'allez pas chercher, il n'y en aura pas. Parce que par contre, à 10, 15, 20 km, où le prix de mètre carré est à 5, 6 000 €, et bien on dit, ben non, là, il n'y a pas de PTZ. Donc oui, c'est un véritable sujet. Ce sujet-là, je pense qu'avec Thibault, qu'avec Iñaki, on va essayer de le porter. Mais là où je suis d'accord avec Thibault pour essayer d'aller vite, c'est qu'on va repartir sur des 49.3, qu'on le veuille ou pas, de toute façon. Je pense que c'est inévitable. Soyons réalistes, ne faisons pas croire qu'un budget sera voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal, je le souhaite, mais j'ai du mal à le croire. Donc oui, il va falloir plus que jamais travailler avec le gouvernement pour s'assurer que des mesures soient prises. Et pour ça, il va falloir qu'on le fasse collectivement et de façon transpartisane.
Il y a eu plein de dossiers, comme l'a dit Thibault, qui ont été menés de façon transpartisane. J'espère aussi qu'on arrivera à avancer sur le HCSF, que j'avais porté, beaucoup le savent ici, parce que quand on demande que le HCSF tienne compte des enjeux de reste à vivre et des enjeux d'impact sur l'économie des Français, mais ça passe pas. C'est quand même incroyable. En pleine séance, Bercy change d'avis. Donc c'est quand même, il y a dû y avoir un petit coup de fil qui a dû passer par là au mauvais moment. Donc tout ça, on l'a vécu, on l'a subi en tant que parlementaire. Et maintenant, à nous de faire preuve, je dirais, d'union, puisque c'est ça aussi l'objet, je crois, de votre table ronde. Et je crois que là, vous avez des députés engagés sur ce sujet-là depuis longtemps. Et il y en a plein d'autres. Et on va essayer de mobiliser. Et moi, j'ai demandé, Iñaki l'a demandé aussi, je le sais, peut-être Thibault, à ce que le groupe d'études logement de l'Assemblée nationale, qui est un groupe officiel, qui est décidé par le bureau de l'Assemblée nationale, puisse voir le jour très très vite, pour qu'on puisse, de façon transpartisane, avec tous les membres du groupe d'études, porter des sujets communs. Iñaki Chaniz, on parlait d'absence de majorité. Est-ce que finalement, le fait d'être obligé de trouver des consensus, ça pourrait servir le logement ? Oui, mais on a déjà commencé à le faire, comme l'a dit Thibault. Sur la mandature précédente, on a été un certain nombre, dont il fait partie, avec Lionel aussi, mais avec ceux avec qui j'étais réuni hier, avec le président Saleron, comme il l'a évoqué, à déjà avoir commencé à travailler ensemble, avoir réfléchi à la fois sur des amendements, et des amendements qu'on avait fait voter en commission lors du précédent PLF, mais qui ont effectivement été écrasés par 49.3, mais aussi par des PPL. On attendait tous le grand soir du logement, vous comme nous, avec cette grande loi de programmation du logement qui nous a été plus ou moins promise et qui n'est jamais arrivée, sauf si on considère celle qui a été présentée par Guillaume Kasbarian comme une loi de programmation, mais je crois qu'à part un coup de com', c'était tout ce que ça représentait. On a porté des PPL, il y a eu les bureaux, la transformation de bureaux en logement, il y a eu sur les copropriétés dégradées, il y a eu le texte sur les logements de tourisme, qui doivent attendre aujourd'hui la CMP, mais qui, une fois qu'ils seront réunis, la CMP sera réunie, passeront sans nul doute parce qu'ils ont été adoptés largement au Sénat et à l'Assemblée. Et effectivement, on a été limité, comme l'a dit Thibault Bazin, dans notre pouvoir de parlementaire, de ne pas créer de trous dans le budget. Et donc, on a œuvré petit à petit comme on le pouvait. Et on sait bien évidemment que ce n'est pas suffisant et que vous attendez plus et que le secteur du logement a besoin de plus. Donc on va continuer ce combat-là. Peu importe qui sera ministre du Logement ou Premier ministre ce soir ou demain, on continuera à y aller ensemble parce que je pense qu'on a tous pris depuis longtemps conscience du constat et qu'on commence à partager, y compris sur le volet fiscal, un certain nombre de choses. Alors justement, parlons-en. Et juste un exemple. Ma collègue Anna Higlemer, avec qui j'étais rapporteur sur le texte meublé de tourisme, a été missionnée à l'époque d'Elisabeth Borne pour un rapport sur la fiscalité locative. Elle a enfin réussi à obtenir les chiffres que ni les uns ni les autres n'avions obtenus de Bercy. Et les faits et les chiffres parlent, en fait. C'est qu'aujourd'hui, sur la fiscalité locative, on est sur une erreur massive de parcours et d'orientation des niches fiscales. C'est un site que Lionel m'entend à chaque table ronde citer ce chiffre, mais il est marquant. 70% des propriétaires de meublés de courte durée au régime réel ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc ça serait peut-être intelligent de faire la bascule inverse, d'aller récupérer cet argent pour les mettre sur le bailleur privé qui fait du nu en longue durée. Et peut-être que là, effectivement, le petit propriétaire, il se dira, au lieu de faire du Airbnb, je vais loger le salarié de l'entreprise du coin, ou je vais loger la caissière, ou je vais loger l'étudiant à l'école d'ingé. Parce que oui, sur le plan fiscal, il faut faire du grand ménage et avantager la location longue durée qui permettra à la fois de relancer la construction et de mobiliser les logements vides actuellement et les logements qui sont à vocation touristique. Alors, vous avez commencé à aborder des pistes de réflexion et de solutions. En avril dernier, la mission d'information du Sénat sur la crise du logement appelait à traiter l'urgence et à préparer la refondation. Il y avait un rapport qui évoquait des sucres rapides, des sucres lents, un changement de régime alimentaire. Thibault Bazin, vous avez déposé, il y a quelques mois, une proposition de loi pour remédier à cette crise du logement. Est-ce que vous pouvez vraiment, assez brièvement si possible, pour qu'on fasse circuler la parole le plus possible, nous donner les 3 mesures à prendre d'urgence selon vous? Difficile de sélectionner 3 mesures sur les 15 d'urgence, mais la première, relancer l'accession à la propriété sur l'ensemble du territoire en élargissant le PTZ à 40% partout en France et en augmentant le plafond d'éligibilité pour aider la France qui travaille à devenir propriétaire.
Deuxième mesure, faciliter les travaux de rénovation énergétique, soit par une baisse de la TVA, soit par un crédit d'impôt, pour massifier la transition écologique du parc existant. Troisième mesure, relancer l'investissement dans la pierre en adoptant une fiscalité équitable et en permettant les apports en fonds propres défiscalisés, en transmission par les grands-parents notamment. Écoutez, c'est très clair. Iñaki et Chani, c'est quoi votre priorité ou pareil? Allez, deux ou trois priorités, deux ou trois pistes sur lesquelles il faut vraiment agir tout de suite. J'en ai cité une et qui ne coûte pas d'argent parce que on revient à l'équilibre, c'est l'inversion de la fiscalité entre le long et le court durée. Oui. Comme Thibault Bazin, le retour du PTZ comme nous l'avions proposé et la suppression de la RLS pour permettre aux bailleurs sociaux de réinvestir et non pas, je le précise parce que c'est certain, je pense que Thibault Bazin est peut-être sur cette ligne, non pas pour pour garder, renflouer les caisses, mais que la RLS soit supprimée pour qu'ils réinvestissent immédiatement derrière, et ce qui fera du bien à l'ensemble du monde du bâtiment. Lionel Cos. Même question. Alors, trois domaines rapidement. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille sur le foncier, sur plusieurs sujets. Certains ont été évoqués, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est la base. Donc, on a beaucoup de questions, y compris sur la fiscalité, la mise à disposition du foncier, avec, bien sûr, éventuellement les recours, toutes ces procédures à travailler. Le deuxième, c'est un axe sur la jeunesse et l'accession, puisqu'on voit que c'est quand même l'avenir de notre pays, qui a quand même ce sentiment de déclassement qui est fort. Donc, il faut vraiment qu'on y travaille de façon urgente, et le CNH y travaille d'ailleurs en ce moment avec le COJ. Et le troisième, allez, pour dire quelque chose un peu différent, mais qui est important aussi à mes yeux, tant qu'ancien maire et député maintenant, c'est que vraiment, il faut qu'on redonne du lien un peu plus concret entre l'État et les collectivités. Ce n'est pas l'État contre les collectivités ou les collectivités contre l'État. Depuis 1980, on a fait des lois de décentralisation. Ce n'est pas un transfert de charges et démerdez-vous. Non, la décentralisation, pour moi, c'est on travaille ensemble sur des compétences, on vous donne des prérogatives pour pouvoir mieux vous adapter à votre territoire, mais il faut que derrière, on travaille collectivement et qu'on accompagne effectivement les élus locaux, parce qu'eux aussi, ils ont des décisions à prendre. Ce que disait madame sur des PLU qui ne sont pas optimisés, c'est une honte. J'ai fait les tours dans des grandes villes, compris à Toulouse, quand je vois des R+2 à la sortie du métro alors qu'on peut faire du R+4. J'ai plein de promoteurs qui viennent me voir, qui me remontent des cas. Les opérations ne peuvent pas sortir à cause de ça. Donc il faut vraiment qu'on retravaille en confiance aussi entre les élus nationaux et les élus locaux. Vos réactions en tant que professionnel, on commence avec vous, Dominique. On a entendu parler de PTZ déjà. Oui, moi j'applaudis franchement tout ce que vous dites. Tout cela va dans le bon sens. Et je n'aurais pas dit ça il y a un an, mais maintenant je vais vous dire, tout ce que vous dites, malheureusement, moi je les classe dans les sucres lents. J'ai bien aimé la distinction faite dans le rapport du Sénat. Maintenant, on a besoin de soins par intraveineuse. Il y a des milliers d'entreprises qui sont sur le point de basculer. Donc en sucre rapide, là on en a besoin en intraveineuse, et c'est le PTZ et le Pinel pour tous, y compris pour la maison individuelle. Anne ? Une mesure qui ne coûtera rien à personne et qui fera plaisir à tout le monde, la transmission à titre gratuit de tous les PEL et CEL qui dorment dans les banques. Combien ont un compte de cette nature et n'en feront jamais rien parce qu'ils sont déjà propriétaires? Et ça constitue un apport pour un jeune ménage ou un jeune actif. Et ça coûte rien à personne. Deuxième mesure, vous l'avez dit vous-même, recentrer les mesures sur les locations de longue durée, en favorisant l'offre locative intermédiaire, avec un taux de TVA revu à la baisse. Il vaut mieux 10% de quelque chose que 0% de plus. Donc, si ça peut permettre très rapidement de relancer l'investissement dans l'offre immobilière qui a été vraiment désertée par les institutionnels et aujourd'hui par les privés, parce qu'aujourd'hui, investir dans la pierre, ça ne rapporte plus rien, ça finit même par vous coûter à long terme. Voilà les deux solutions que je proposerais à court terme. À court terme et à moyen et long terme, on commence avec vous, Thibault Bazin, même si la liaison n'est pas toujours très bonne, mais en tout cas, on vous entend bien. Je crois qu'il y a une urgence à avoir des sucres rapides. Il faut que ça soit des mesures simples, efficaces et équitables pour relancer à la fois la construction et la rénovation et inciter à l'investissement, et ce, sur l'ensemble du territoire. Et je crois qu'on ne peut pas envisager une politique du logement sans une politique d'aménagement du territoire. Et je crois qu'on a du pain sur la planche, mais pour permettre ce déploiement, nous aurons aussi besoin des talents de toutes les entreprises. J'ai entendu la menace de disparition d'un certain nombre d'emplois et des personnes
personnes qui partent du secteur. Moi, je dis courage aux professionnels, tenez bon, nous aurons vraiment besoin de vous. Lionel Cos, Iñaki Echaniz, alors sur les mesures à prendre à moyen terme et à long terme, je dirais, pour solidifier la reprise quand elle arrivera le plus vite possible, bien évidemment. Bon, il y a tellement de choses à dire, mais moi j'ai envie de reprendre la proposition de nos collègues du Sénat sur notre programmation, parce que ça permettra de donner des objectifs et d'y voir plus clair. Je pense que nous, parlementaires, on peut aussi s'investir là-dessus, parce que ça nous permettra de mettre en place des politiques publiques qui ne seront pas remises en cause tous les ans. Voilà, donc je pense qu'on a ce débat à avoir et que ça serait une bonne chose d'aller sur une loi de programmation sur le logement. Et ensuite, bon, de toute façon, tout ce qui a été dit est à poursuivre et à porter. Hein. Moi, voilà. Iñaki Echaniz. Je partage ce qu'a dit Lionel, mais aussi faire une vraie aide aux maires bâtisseurs, notamment avec une fraction de la TVA pour effectivement lever les contraintes et les encourager, surtout qu'on va approcher des municipales où chaque maire va prendre le pouls du risque de lancer des programmes de construction. Il y a aussi un sujet qui me tient à cœur et qui touche pas directement, mais qui va permettre de retrouver la confiance entre propriétaires et locataires. Et c'est un sujet qu'on a remis sur la table. Et je suis persuadé qu'il arrivera à terme un jour, c'est la garantie universelle des loyers, pour retrouver justement un peu de sérénité entre propriétaires et locataires et pousser ceux qui ont justement un petit pécule de côté à investir dans le logement en se disant que c'est un investissement sûr et durable. Dominique, sur ces sucres lents, pour reprendre le terme du Sénat. Oui, alors, sur les sucres lents, on a parlé de libération du foncier. Les politiques ont quand même un discours un peu schizophrénique. On nous dit non à l'étalement urbain, et personnellement, je suis assez d'accord. L'urbanisme pavillonnaire a fait son temps. On a évolué depuis cela. Donc, non à l'étalement urbain, mais quand on voit les mêmes politiques dans leur mairie, concrètement, on nous empêche de densifier. Donc, c'est la réalité que tous les professionnels dans cette salle connaissent. Et un de nos représentants l'a dit tout à l'heure, construire une maison au bout du terrain, c'est extrêmement compliqué. Là, on vient d'être empêché sur une belle opération. Pourtant, on avait un petit immeuble collectif, un intermédiaire, 16 logements. En dépit du PLU, on nous l'interdit. On va devoir construire, je crois, entre 6 et 8 maisons. Franchement, nous, on est pour la densité, hein, c'est beaucoup plus rentable. Mais on ne peut pas. Donc, une loi sur la densité minimale, une révision complète de toutes ces limitations qui ont été mises en place en dépit. La loi Allure 2014 avait pourtant fait aller dans le bon sens. Je comprends les politiques, hein, ils sont élus, ils cherchent à protéger la tranquillité des habitants d'un quartier. Il n'y a rien d'illégitime dans cela, mais à un moment donné, on ne peut pas nous dire « construisez plus, ne vous étalez pas et ne densifiez pas ». C'est pas possible. Donc il faut à un moment donné réfléchir là-dessus. En termes de sucre lent, moi j'invite nos politiques à avoir une grande réflexion sur ce sujet. Deuxième sujet, le prix. Il faut qu'on arrive à baisser nos prix. Si on libère du foncier, on baissera le prix du foncier. S'agissant du bâti, de la construction, les prix des matériaux ne vont pas baisser. Par contre, il y a une source d'économie considérable, c'est le financement du logement social. Le logement social construit chaque année repose en grande partie sur les accédants à la propriété de cette année-là. Nous, sur chaque opération, quand on construit du logement social, on sait qu'on doit vendre en général 25% à des bailleurs, à des prix qui ne correspondent pas du tout à nos bilans d'opération, soit avec des marges très faibles, soit même à perte. Donc évidemment, ce sont les accédants des autres 75% qui financent ce logement social. Les calculs sont simples, ce sont des règles de 3. On pourrait baisser de 10% le prix pour les accédants. Il me semble que le logement social est une grande cause nationale. Je suis moi-même administrateur dans le logement social, j'y crois beaucoup. Mais le logement social doit être financé par la solidarité nationale, pas par les quelques milliers d'accédants chaque année. Là, il y a une source d'économie immédiate. Ça, c'est un sucre lent dont on ne parle pas assez et qui serait pourtant rudement efficace. Anne.
Ouais, je reviens, Dominique, sur tes propos. Ouais, en gros, un logement privé finance 25% du logement social. C'est la porte palière d'à côté. Hein. C'est le rapport, à peu près. C'est déjà dit beaucoup de choses. Programmation. Loi de programmation. Loi de programmation, ouais, c'est super intéressant. Oui. Et puis, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'en même temps qu'on fait cette loi de programmation, on libère du foncier. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que la politique fiscale de détention du foncier est une politique fiscale de rétention. Faisons les deux en même temps, s'il vous plaît. Inversons la fiscalité sur les fonciers. Plus on garde un terrain, moins vous serez fiscalisé sur le prix de vente. Et plus vous le vendez vite, moins vous êtes fiscalisé. Vous choisissez quoi? Vous attendez pour vendre ou vous vendez tout de suite? Il serait grand temps d'arrêter tout cela. Proposition du CNR, logement. Est-ce que vous regardez ce qui se passe à l'étranger? Oui. Alors, à l'étranger, ça dépend jusqu'où on va à l'étranger, mais les comparaisons sont très compliquées. Et je crois qu'il faut être très prudent quand on compare. En tout cas, l'Europe, globalement, est en crise. Ouais. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Ursula von der Leyen a mis un haut commissaire au logement et à l'énergie au niveau européen parce qu'il y a un véritable sujet du logement. L'Allemagne est en crise, même hors Europe, l'Angleterre est en crise puisqu'ils ont. Et je vous pose la question justement, Lionel Cos, parce que le nouveau gouvernement au Royaume-Uni vient de présenter un plan contre la pénurie de logements. Il promet de construire 1,5 million de logements de grande qualité, abordables, durables dans les 5 prochaines années. Plan qui introduit d'ailleurs des objectifs contraignants aux autorités locales. Alors, vous en pensez quoi de cette méthode? C'est une bonne idée? Mais de toute façon, ça prouve qu'on a besoin d'une politique nationale. Voilà, ça prouve que l'État doit mener une politique sur le logement et que ceux qui pensent que le logement sa méthode, c'est ça doit se gérer librement ont peut-être tort, effectivement. C'est pas un marché libre, le logement. C'est pas un iPhone, comme j'ai pu l'entendre quelque part. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus fort. Donc chaque pays, après, je dis attention, parce que quand on compare, il ne faudrait pas qu'on veuille harmoniser. Moi, je ne voudrais pas que le haut-commissaire au logement soit là pour dire le prêt à taux fixe amortissable en France, c'est pas bien, vous êtes le seul à le faire, faites les mêmes prêts que les autres. Le logement social en France, vous en avez beaucoup trop, faites comme les autres. Parce qu'en fait, il y a des logements différents. En Espagne, ce sont des logements municipaux, pas forcément des logements sociaux. Quand on compare le PIB du budget du logement en France par rapport à l'Allemagne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on y met dedans les APL, qui sont des aides sociales, ça fait la moitié. Si on les sort en Allemagne, c'est une aide sociale complète, qu'il n'y a pas une aide logement, familial, etc. C'est une aide complète. Donc, il faut être très prudent aux comparaisons, mais je crois que chaque pays doit effectivement répondre à ces enjeux. Effectivement, mais on parle d'objectifs contraignants. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, peut-être Iñaki et Chaniz, est-ce qu'il faudrait aussi contraindre les maires, les présidents d'agglo, à un certain nombre de logements, de création de logements tous les ans? Contraindre, j'ose espérer qu'on va pouvoir encore un petit peu dialoguer, arriver à dialoguer et à faire avancer les choses. On a déjà beaucoup dialogué. Oui, non, mais dialoguer pas dans la durée, mais rapidement et trouver des communs accords avec les collectivités, de ne pas arriver à la contrainte, parce qu'arriver jusqu'à la contrainte, c'est parfois une forme d'échec. Donc, mais après, il y a effectivement des choses à encadrer, des choses à diriger, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, sur le foncier, il va falloir je pense que c'est au-delà, je suis d'accord sur le logement social qui doit être une grande cause, mais le foncier aussi, à la fois sur la fiscalité, mais aussi sur les plus-values, sur les destinations, sur le ZAN. Voilà, moi je partage le départ initial du ZAN, mais venant d'un territoire ultra-rural, on ne peut pas demander à mes maires de compenser les conneries qui ont été faites à Bordeaux, à Toulouse ou dans les grandes métropoles, parce que nos petits maires dans la ruralité, ils ont plutôt été vertueux et protecteurs de la nature, et on vient de leur dire aujourd'hui, le petit jeune qui veut construire sur le terrain que son frère agriculteur lui a cédé au moment de la succession, non, il se débrouille, il va ailleurs. Ça, c'est pas acceptable. On arrive au terme de cette table ronde. Allez, un dernier message au futur gouvernement, aux professionnels dans la salle. On commence avec vous, Thibault Bazin. Je crois qu'on a montré qu'on pouvait se réunir dans nos sensibilités différentes pour prendre des mesures d'urgence simples, efficaces et équitables, en n'oubliant aucun territoire, de manière à ce qu'on dégrippe l'accession, qu'on dégrippe l'investissement, qu'on dégrippe la rénovation, qu'on dégrippe le financement et qu'on dégrippe le rapport locatif.
Et si on arrive à retenir quelques mesures avec des effets de levier, on pourra s'en sortir et relancer le bâtiment et développer le logement en France, parce que c'est un bien précieux, c'est peut-être le plus beau des patrimoines communs. Iñaki Echaniz, même question. Je dirais qu'on puisse, enfin c'est une sorte d'invitation aussi, qu'on puisse se retrouver l'année prochaine à Bunus pour les rencontres d'Inchoseta tout début septembre avec un titre positif, parce que ça fait des années que les titres de ces rencontres sont plutôt négatives. Et si j'osais, je dirais le logement c'est maintenant. Lionel Cos. Écoutez, je dirais au gouvernement et au futur ministre du Logement, écoutez-nous, nous élus, mais vous aussi en tant que professionnels, pour que quand les gens viendront nous voir demain en nous demandant des logements, on puisse leur dire traversez la rue, il y en a qui sont disponibles. Dominique Lavallée. Oui, moi d'abord j'ai envie de vous dire merci parce que je sais que vous êtes 3 parlementaires bien investis dans le dossier du logement. Je ne doute pas de votre sincérité et je suis assez confiant que vous allez en effet faire quelque chose. Mais une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que toutes les mesures que vous allez prendre, ça va prendre du temps pour que ça se traduise sur nos chantiers. Moi, j'ai une équipe de 20 personnes qui travaillent sur les grands projets, les réponses à des concours, etc. Je l'ai préservé parce que ce sont des professionnels de haut niveau, ils sont très difficiles à recruter. Et s'il y a des mesures qui vont dans le bon sens, franchement, ça va nous aider. Mais ça ne me donnera pas du chiffre d'affaires l'an prochain, le temps que je relance les projets. Le levier d'action le plus rapide, c'est 6 mois entre un contrat et le début d'un chantier, c'est la maison individuelle. Donc, ça a été la grande oubliée des mesures de ces dernières années, donc ne l'oubliez pas. Le mot de la fin pour vous, Anne. Eh bien, si j'avais un mot à dire à notre futur Premier ministre ou gouvernement ou président, je dirais que ça fait des années que chaque matin, on se lève et qu'on endosse nos responsabilités. Sociale, sociétale, environnementale, civile, pénale, et puis aussi financière, parce que c'est notre portefeuille qu'on met sur la table tous les jours. Alors prenez les vôtres et jouez finalement votre rôle, qui est celui de permettre à l'ensemble des compétences de converger pour que nous puissions tous ensemble relever ce grand défi du logement.